Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Voici venue l'heure du journal, la grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les grands titres qui vont constituer le gros de notre édition. Le gouvernement du Rwanda a décidé qu'à partir de l'année prochaine, le marathon international de la paix de Kigali sera élevé au niveau des compétitions internationales. L'Office rwandais des recettes a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation pour introduire un nouveau système de recouvrement d'impôts selon la législation internationale. Et puis, au moment où se tenait l'édition 2023 du Kigali Global Dialogue, la directrice générale de l'Office rwandais de gouvernance RGB en sigle en anglais, celle-ci a souligné qu'une conférence pareille permet de relever les défis liés aux problèmes d'ordre mondial. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Mais commençons tout de suite par cette dépêche qui nous vient du Sénat, où les membres du Sénat rwandais ont entamé ce mardi une descente sur terrain dans toutes les provinces du pays et la ville de Kigali également, afin de se rendre compte de la situation et surtout la gestion de villages modèles et des villages habituels où le gouvernement rwandais a relogé les citoyens et a discuté avec eux pour être fixés sur les problèmes auxquels ils sont confrontés et où ils sont dans le développement durable. Cette descente sur terrain des membres du Sénat a débuté par le district d'Irwa-Magana. Nous sommes à l'est du Rwanda, où la vice-présidente du Sénat, en charge des affaires juridiques et du contrôle de l'action gouvernementale, a visité entre autres le village moderne de Muhazi. Je vous le disais en titre que le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a reçu en audience le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalba Malboum, venu au Rwanda dans le cadre du week-end dernier pour participer au marathon international de Kigali. Et au sortir de cette audience, le gouvernement du Rwanda a tenu à exprimer qu'à partir de l'année prochaine, le marathon international de la paix de Kigali va passer au niveau supérieur pour ce qui est des compétitions internationales. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Le ministère des Sports a indiqué lundi que le processus de faire passer le marathon international de la paix de Kigali au niveau supérieur va bientôt débuter. La ministre des Sports, Aurore Munyangaju Mimosa, souligne que même si ces dernières années, le prix attribué aux vainqueurs du full marathon est passé de 4 000 à 20 000 $, le Rwanda est prêt à le revoir à la hausse et à accomplir tout le nécessaire pour que cette compétition puisse atteindre un autre niveau. Pour passer au niveau supérieur, il y a beaucoup d'exigences à remplir. Non seulement les prix à attribuer, mais également la façon par laquelle la compétition est organisée, c'est-à-dire le prix est passé de 4 000 à 20 000 $. Si nous voulons atteindre le niveau supérieur élite, cela veut dire que nous devons accomplir d'autres exigences. Si nous l'avons fait pour ce niveau, nous lui avons promis que nous pouvons aussi réaliser les suivantes et c'est pour notre intérêt plus que les autres et cela fait que ceux qui cherchent les qualifications viennent chez nous. Après cette compétition, ce que nous allons faire à travers la Fédération d'athlétisme, c'est présenter une requête sollicitant ce niveau de manière que l'année prochaine, nous serons dans une autre catégorie différente de celle de cette année.
Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirene, a par ailleurs reçu en audience ce lundi le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum, venu au Rwanda le week-end dernier pour participer au marathon international de la paix de Kigali. Monsieur Ahmad Kalkaba Malboum a fait savoir que le marathon international de la paix de Kigali n'est pas une course importante pour le Rwanda seulement et qu'il doit donc être promu au niveau supérieur. What I saw yesterday, for example, is that the Kigali International Ce Peace que j'ai Marathon vu hier, c'est que le marathon international de la paix de Kigali est une course importante pour le Rwanda d'abord, mais aussi très importante pour l'Afrique et le monde du sport en général. Nous devons encore nous améliorer et inviter le monde entier à venir à Kigali pour le prochain tournoi. J'en ai discuté avec le Premier ministre et il est prêt à le soutenir en augmentant les prix à attribuer aux vainqueurs et que la fédération de cette discipline sportive et le ministère des Sports soient également soutenus pour que ce tournoi se passe bien et atteigne un niveau supérieur. Je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec le Premier ministre et avec la ministre des Sports et nous allons travailler ensemble pour développer le sport en Afrique et soutenir le Rwanda dans le développement du sport dans la vie, dans les compétitions et dans le rassemblement des gens pour partager les valeurs de paix et de convivialité. Le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum, a également révélé que dans les années à venir, un centre sportif modèle pourrait être construit au Rwanda et a qualifié le président Kagame d'excellent leader qui aime le sport et le fait progresser. First of all, I would like to express my deepest gratitude. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, qui a accepté de me recevoir par l'intermédiaire du Premier ministre et de discuter de la manière dont nous pouvons mettre en place au Rwanda un centre sportif de haut niveau et de la manière dont le gouvernement rwandais peut contribuer au développement de notre sport sur ce continent. Le marathon international de la paix de Kigali est depuis longtemps de niveau international où en plus de la course récréative pour amateurs, des professionnels y participent afin de pouvoir améliorer leurs minima et pouvoir ainsi se faire inscrire aux compétitions de niveau mondial. Voilà, parlons à présent santé avec le ministère de la Santé qui affirme que avant la fin de cette année, l'usine de fabrication de vaccins aura commencé ses activités au Rwanda. C'est ce qu'affirme en tout cas le secrétaire d'État au ministère de la Santé, le docteur Yvan Butera, lorsqu'il a lancé une conférence sur la médecine, la recherche et la prestation des services de santé dans la région. Celui-ci a également indiqué que le Rwanda va continuer à faire de son mieux pour développer la recherche dans le domaine de la santé. Et puis, lors de cette réunion, il a été souligné également de la production des médicaments et des vaccins devrait être augmentée dans les pays de la région, car plus de 90% des vaccins utilisés dans cette région, et particulièrement sur le continent africain, proviennent de l'extérieur. Cela sera possible grâce à la coopération dans l'amélioration de la loi, l'amélioration de l'éducation en médecine et les échanges d'expériences entre les professionnels de la santé au niveau de la région et sur le continent africain de manière globale.
Parlons infrastructure à présent avec le camp de Ruggerero au site du collège Inyemeramihigo. Nous sommes à l'ouest du Rwanda qui depuis presque un mois, celui-ci abritait les sinistrés des catastrophes naturelles qui ont frappé cette partie du pays. Celle-ci a été fermée et ceux qui y résidaient louent le gouvernement du Rwanda qui, en plus de frais de loyer, qui leur a été procuré du mobilier de première nécessité également, des vivres ont été donnés à ces derniers. Une fois de plus, j'invite Kassim Youssouf pour de plus amples détails. En un mois, le camp de Ruggerero, au site du collège Inyemeramihigo, a abrité plus de 4500 personnes touchées par les intempéries survenues au début du mois de mai et depuis ce lundi, il a été fermé. Certains de ceux qui y résidaient sont rentrés chez eux et d'autres ont reçu de la part des autorités des facilités pour la location de maisons pendant 3 mois. Nyirahabimana Béatrice dit qu'après que sa maison ait été détruite par les récentes catastrophes, elle s'est retrouvée plus tard dans le camp de Ruggerero et d'ajouter qu'avec ses voisins, ils ont apprécié le soutien du gouvernement en cette période difficile. Après avoir quitté le camp dimanche, on nous a fourni des équipements de base de la maison, la nourriture et 105 000 francs rwandais de frais de location. Le district de Rubavu avait récemment annoncé que les camps ayant servi d'abri pour les personnes touchées par les catastrophes ne devraient pas être là pendant longtemps puisqu'il avait prévu d'autres moyens pour les soutenir. Même les bâtiments que les catastrophes ont endommagés ne sont pas autorisés d'être rénovés. C'est pourquoi nous exhortons tous les résidents à bien comprendre cela en considérant le plan directeur de cette zone. Il y a un site qui a été fait pour les infrastructures locales adaptées aux résidents et en attendant, nous allons déménager de ces sites. Le district de Rubavu indique qu'il n'y a plus de citoyens affectés par les catastrophes qui sont dans les camps, car d'autres, notamment ceux de Kanyefurgwe et Nyamyumba, ont également été fermés. Merci. Donc, parlons à présent gouvernance au moment où se tenait l'édition 2023 du Kigali Global Dialogue. La directrice générale de l'Office rwandais de gouvernance RGB, en sigle le docteur Eustar Kaitesi. Celle-ci a donc tenu à souligner qu'une telle conférence permet de relever les défis liés aux problèmes d'ordre mondial, notamment des problèmes liés à la bonne gouvernance. Les détails. Du 12 au 14 juin se tient Kigali Global Dialogue 2023. Dr Eustar Kaitesi, la directrice générale de l'Office rwandais de gouvernance, apprécie l'opportunité qu'offre une conférence pareille pour apporter une solution durable aux problèmes existants non seulement au Rwanda, mais aussi au niveau global. C'est une réunion qui rassemble les gens qui ont de l'expérience dans différents domaines. C'est en fait une opportunité d'échanger les idées entre les participants pour voir ensemble comment ce qui avait été utilisé auparavant pour relever certains défis auxquels faisaient face les pays en développement peut être actuellement mis en considération. Aussi, il est question de trouver en tant que pays, continent, voire monde entier, une solution aux problèmes d'ordre global. C'est la 3e fois que Kigali accueille cette conférence internationale connue sous le nom de Kigali Global Dialogue. Le président de Observer Research Foundation, Dr Samir Saran, s'exprime à ce propos. We are also doing more countries. I remember the first time around we had 50 countries. Il y a un grand pas franchi. Je me rappelle à la base, on était autour de 50 pays, mais à présent 92 pays sont représentés. Autre chose, après une réunion pareille, il y a des projets qui sont très bénéfiques, qui naissent, et c'est en fait une multitude d'avantages et d'opportunités qu'offre cette conférence. Il y a aussi, ce qui me fait du bien, c'est que je me sens comme chez moi, ici au Rwanda. They get me. That's what I think to myself. So when I talk about certain issues, they understand me.
Cette réunion se tient alors que l'Inde est à la tête du G20, ce qui signifie que la relation que ce pays entretient avec l'Afrique, et le Rwanda en particulier, est sans doute un des moyens qui peuvent contribuer largement au développement de l'Afrique. Enfin, parlons taxes et impôts avec l'Office rwandais des recettes qui a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation pour introduire le nouveau système de recouvrement d'impôts selon la législation internationale, parce que parmi les lois qui présentaient des lacunes, plusieurs ont été amendées. Cette campagne intervient après que le Rwanda ait adhéré au Global Forum, une organisation que les pays membres du G20 ont mise en place pour favoriser la transparence dans la fiscalité et selon la législation internationale. L'Office rwandais des recettes indique que ce système va aider le Rwanda et même d'autres pays membres de cette organisation à lutter contre les agences qui s'adonnaient au détournement d'impôts et taxes. Ce sont des systèmes fiscaux au niveau international qui sont nouveaux au Rwanda, étant donné que nous avons observé des fuites fiscales dues à l'absence de certaines politiques fiscales. Le succès de ces nouveaux systèmes attirera les investisseurs et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer cette campagne de sensibilisation pour répondre aux intérêts nationaux du Rwanda en particulier. Des économistes indiquent que lorsqu'un pays s'appuie sur la législation fiscale internationale, cela attire des investisseurs car ils trouvent que les lois qui sont appliquées dans ce pays sont les mêmes que celles de chez eux. I think what this help many countries to do. Cela va aider tous les pays, y compris le Rwanda, à avoir des lois fiscales stables, car de nombreux investisseurs aimeraient investir dans des pays dotés de lois stables et internationales. Si cela est mis en œuvre, cela attirera davantage d'investisseurs pour travailler au Rwanda. Deuxièmement, le Rwanda est l'un des pays qui vont établir une réglementation régissant la fiscalité, ce qui aidera à déterminer l'impôt que les entreprises internationales opérant au Rwanda devront payer. L'Union européenne, qui apporte son aide à l'Office rwandais des recettes en matière de fiscalité, dit qu'elle va tout faire pour que ce nouveau système soit effectif. Nous assistons déjà l'Office rwandais des recettes dans divers projets liés à la manière d'augmenter les recettes fiscales dans le pays. Cette campagne est donc une excellente occasion pour que nous puissions discuter avec nos partenaires et de continuer à les informer sur ces lois fiscales internationales. Le Rwanda a récemment modifié différentes lois, notamment celles régissant les sociétés et la fiscalité et les lois relatives à connaître les informations tenues secrètes par les sociétés commerciales. Toujours à ce propos, nous allons accueillir Teddy Kaberuka, qui est expert en économie, qui également suit la question des taxations et impôts. Teddy, vous êtes là, bon après-midi. Bon après-midi, ça va? Voilà, Teddy, tout d'abord, j'aimerais savoir ce changement-là ou cette adaptation-là de la législation au niveau des taxes pour le Rwanda, de manière pragmatique et pour le citoyen lambda. On parle de la TVA connue de tous. Qu'est-ce que cela implique dans le quotidien du citoyen lambda? Bon, la compréhension simple pour la loi fiscale, c'était il y a plusieurs types d'impôts que les gens payent, notamment la TVA qui est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un type d'impôt qui est payé le dernier consommateur, qui fait que tout citoyen, tout consommateur, ou alors pour emprunter ton jargon de citoyen lambda,
tout le monde paye la TVA. Ce qui fait que toute modification de la loi régissant la TVA touche directement les consommateurs. Ce qui fait que c'est une loi qui s'applique à tout le monde, d'une façon directe d'ailleurs, qui fait que toute modification à cette loi ou toute adaptation à cette loi qui vise à augmenter l'efficience des recettes fiscales, mais aussi réduire le poids de l'impôt aux consommateurs ou aux citoyens lambda. Donc, la TVA doit être un poids fiscal pour tout le monde, quoi. Et pour ce qui est de l'harmonisation maintenant, nous avons déjà la législation ici en national. Déjà, la TVA a prouvé son apport par rapport au développement socio-économique que le Rwanda connaît depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, pour ce qui est de la législation, y avait-il des amendements il y a des amendements qui ont été faits. Pourquoi c'était si important d'harmoniser avec ce qui se passe au niveau global? Bon, comme nous le savons tous, on vit une situation de la mondialisation où les pays font des échanges commerciaux entre eux, où les citoyens de pays bougent ou voyagent d'un pays à l'autre, où d'ailleurs la consommation est partagée. Donc, on peut consommer 2-3 produits de 2-3 pays différents, ce qui fait que ça revient au consommateur, qui est par ailleurs le payeur de la TVA. Ça revient, c'est comme s'il y a une certaine obligation des pays de faire l'harmonisation de leur système fiscal pour rendre compétitifs les pays. Ce qui fait que là où le système fiscal est mieux, que ce soit au niveau de tarifs, que ce soit au niveau de procédures, que ce soit au niveau aussi de la législation fiscale, là où le système fiscal est meilleur, c'est là où les investisseurs sont plus attirés, parce que c'est plus facile pour eux d'opérer leurs activités commerciales et économiques. Ce qui fait qu'il y a plus d'intérêt aux pays d'harmoniser leur système fiscal. Cela permet à une diminution de l'évasion fiscale, mais aussi de rendre compétitif ou attractif le pays en ce qui concerne le système fiscal. Système fiscal, oui, tu dit, mais également tous les pays n'ont pas forcément, par exemple, les mêmes ressources naturelles, ne dépendent pas des mêmes ressources naturelles ou d'autres facteurs qui contribuent au développement. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, avec cette globalisation-là, ça risque peut-être de porter des risques ou des dangers à l'économie, aux économies de certains pays qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes ressources que d'autres? Mais vous savez, hein, la possession des ressources naturelles n'exclut pas aussi l'investissement pour valoriser les ressources naturelles. Et là, ça me ramène à la même logique de pouvoir donner les moyens à l'État pour pouvoir valoriser ou augmenter de la valeur à leurs ressources naturelles. Ce qui fait que, quelle que soit la capacité ou la quantité des ressources naturelles, tout pays a besoin de revenus ou encore des recettes pour permettre à investir dans la valorisation des ressources naturelles. Donc, un peu de mots, tous les pays au monde ont besoin de recettes fiscales pour permettre à exploiter leurs ressources naturelles. Alors, par rapport aux pays qui n'ont pas de ressources naturelles, c'est normal que les pays qui ont plus de ressources naturelles dépendent moins de leur fourchette fiscale parce qu'ils ont d'autres moyens, mais néanmoins, les ressources naturelles ont toujours démontré une certaine limite en termes de la continuation des recettes à l'État. On connaît des pays qui avaient le pétrole depuis peut-être une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils sont mieux par rapport aux pays qui n'ont pas de pétrole. Ça, c'est vraiment une évidence à tout le monde.
Mais ce qui est important, c'est vraiment bien gérer les ressources du pays, notamment les ressources fiscales, mais aussi une bonne gestion et une bonne aménagement du système fiscal qui permet au pays, de récolter les recettes fiscales annuellement, mais aussi de promouvoir l'investissement du pays sans avoir un poids négatif aux investissements. Et le dernier point qu'il faut souligner aussi, c'est que le principe fiscal, le fisc permet aussi à l'équilibre ou alors à la redistribution de patrimoine national, ce qui fait que ceux qui ont plus de moyens payent des impôts et cela permet aux États de redistribuer ce patrimoine au moins nanti. Ce qui fait que le système fiscal, c'est un système, si il est bien calibré, donc pas trop d'intérêt, mais aussi pas de corruption, le système fiscal est assaini, permet à une croissance économique accélérée. Alors, pour terminer, le timing déjà de cet amendement, alors que le Rwanda se prépare autant que d'autres pays de la région, par exemple, d'entamer un nouvel an ou de commencer un nouvel an fiscal, c'est un timing parfait, ça arrive à point nommé? Bon, je dirais que, tu sais, l'année fiscale, c'est juste 12 mois, mais c'est un cycle qui ne finit jamais. Hein. On commence le 1er juillet, on finit le 1er juin, l'année suivante. Donc, c'est vraiment un cycle continu. Donc, le timing ne dit pas grand-chose, surtout que le système de collecte d'impôts, c'est un système continuel qui ne s'arrête jamais. Ce qu'il faut plutôt souligner, c'est que il y a eu encore une autre coïncidence avec cette loi qui a été remise au Parlement cette semaine, qui vise à améliorer le système de collecte de la TVA et encore améliorer aussi la façon dont la TVA est collectée. Il y a certaines prérogatives qui font qu'il y a d'autres produits qui sont aussi exonérés de la TVA. Et toute la logique, c'est que la TVA soit vraiment un système plus ou moins efficace, mais aussi qui permet de promouvoir les affaires, surtout pour certaines activités qui sont, je dirais, plus ou moins nouvelles. On a vu, par exemple, il y a un article qui permet l'exonération à certaines activités, notamment l'aviation et les produits de santé. On a aussi une autre stratégie qui vise à encourager les consommateurs, qui est en fin de compte la personne qui paie la TVA, à pouvoir réclamer la facture pour que la TVA soit déclarée à la fisc ou à l'agence de recettes. Ce qui fait que plus il y a des mesures qui permettent à collecter efficacement la TVA, plus ça donne moyen à l'État de collecter plus et avoir plus de moyens à investir dans les activités sociales. Et peut-être pour terminer, c'est que le ministère des Finances et de la Planification économique et même l'Office des recettes avaient les mains liées sans l'aval du Parlement, c'est ça? Absolument. Bon, c'est un processus de toutes les lois. Hein. La loi sur les fiscs et d'autres lois. Le processus, ça part du ministère tutelle, ça va au Parlement et puis c'est promulgué par le chef de l'État. Donc, c'est un processus normal de la loi, quoi. Voilà. Teddy, merci beaucoup pour ces analyses combien pertinentes et surtout pour mieux faire comprendre cette question. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et c'est par ce décryptage de Teddy Kaberuka que nous allons mettre un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera et tout le monde derrière la caméra. En mon nom propre, Edis Abiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition, la grande édition du journal en français. Et en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.